Bonjour à tous et bienvenue à ces GRU 2021, bienvenue à ce rendez-vous des acteurs du renouvellement urbain. Cette année, c'est un format particulier, 100% digital, avec un certain nombre de rendez-vous qui vous sont proposés, notamment ces REX, ces retours d'expérience qui vous permettent de pouvoir bénéficier de pratiques, d'expérimentations et partagées par des acteurs de terrain. Un format court, 30 minutes, articulé en 2 temps. Dans un premier temps, nous bénéficierons d'un retour d'expérience, d'un témoignage de 2 acteurs de terrain, puis après, bien évidemment, un temps d'échange et de débat. On va parler de stratégie et d'éducation et de renouvellement urbain. On va aller du côté, de Vénissieux et pour nous partager cette expérience, nous accueillons Anne Lemasson, qui est directrice de projet à la métropole de Lyon, et Yazid Igdoumi, déjà vie sociale et renouvellement urbain à la ville de Vénissieux. Avant de laisser la parole à nos 2 intervenants, quelques petits rappels par rapport au déroulé, d'un tel événement en distanciel. Si vous souhaitez, prendre la parole, vous avez 2 manières de le faire, soit une contribution via le chat, soit vous pouvez directement prendre la parole. Je vous propose simplement de le faire lors du temps d'échange, c'est-à-dire à la fin de la présentation, et n'hésitez pas à utiliser le petit onglet, de lever la main pour lever la main, comme ça me permettra de vous donner la parole. Voilà, ces propos introductifs et ce cadre étant posé, je vous propose tout de suite d'accueillir Anne et Yazid qui vont donc nous parler de ce retour d'expérience partenariale positive à la nécessaire construction d'une stratégie éducation et renouvellement urbain. Anne, c'est à vous. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, donc moi je suis directrice de projet politique de la ville à Saint-Fond. Donc on travaille en partenariat avec Yazid puisqu'on intervient dans le cadre d'un QPV intercommunal. Pour démarrer cette présentation, il nous semblait important de rappeler un peu les caractéristiques de ce site sur les communes de Saint-Fond et Vénissieux. Nous avons 2 quartiers prioritaires. Un qui se situe à l'échelle intercommunale Saint-Fond-Vénissieux, dit Clochette-Maguette, et l'autre plutôt sur le centre de Saint-Fond. Ce sur quoi il nous semble intéressant d'insister aujourd'hui, c'est un peu l'effet masse de ces QPV, puisque là, quand on somme un peu le nombre d'habitants qui vivent sur ces territoires-là, on est à près de 30 000 habitants, 31 000 habitants, qui vivent avec une part importante qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Donc, ça représente la première poche de précarité sur la métropole, avec une part de logements sociaux qui est vraiment très, très conséquente. Aujourd'hui, ce qu'on souhaitait vous présenter un peu, c'est les enjeux, les outils, les opportunités qui s'offrent à nous aujourd'hui. L'objectif principal et celui sur lequel on s'arrête aujourd'hui, c'est celui de favoriser la réussite scolaire. Pour cela, on identifie différents types d'enjeux. Celui de la mixité scolaire. Juste un chiffre, aujourd'hui, sur le collège Alain, qui est le collège de Saint-Fond, on a 59% d'élèves issus de catégories sociales défavorisées. Quand on va de l'autre côté, à Vénissieux, sur le collège Elsa Triolet, on est à 80%. Donc avec des situations assez critiques sur la question de la mixité scolaire. On mène aussi une réflexion sur le dimensionnement des écoles et des collèges à l'échelle du bassin de vie. Pareil, quelques petits indicateurs sur les écoles. On est sur des écoles à près de plus de 600 élèves et des collèges à plus de 900 élèves. Donc avec du coup une réflexion sur cette question-là, étant entendu que toutes les écoles et tous les collèges sont en REP+, sont en réseau d'éducation prioritaire renforcé. Et donc, du coup, avec cette question du dimensionnement, la nécessité de maîtriser l'évolution de la population scolaire en veillant à la production de logements, ce qui n'est pas toujours simple avec les objectifs des projets de renouvellement urbain. Donc, en face, on a indiqué un peu les outils qui sont à notre disposition. Donc, bien sûr, il y a tous les outils dispositifs relatifs à la réussite éducative, que sont les programmes de réussite éducative qui existent depuis longtemps sur nos territoires, la cité éducative qui se déploie à l'échelle intercommunale, qui est toute récente, le dédoublement des classes de CP, CE1 et à venir de grandes sections. Toujours en faveur de l'attractivité, là plutôt des collèges, une démarche que l'on va vous présenter qui s'appelle Totem, qui travaille autour, avec l'éducation nationale, la métropole et les communes qui travaillent autour de cette question d'attractivité des collèges. Le pacte de cohérence métropolitain, juste voilà, vous dire que c'est un outil, c'est une opportunité pour nous, c'est-à-dire que c'est l'outil en fait qui définit les coopérations, les collaborations entre chaque commune et la métropole, qui est donc une collectivité
comité qui réunit les compétences anciennement de la communauté urbaine et du conseil départemental. Et ce pacte de cohérence sur lequel les élus veulent mettre l'accent sur la question de l'éducation et de la réussite éducative est pour nous une opportunité. Et deux autres opportunités conséquentes que l'on identifie, ce sont celles des investissements de la métropole en faveur de la réhabilitation de 2 collèges, construction d'un nouveau collège qui se déploiera à l'échelle intercommunale lui aussi, et la restructuration et la construction de groupes scolaires là dans le cadre des projets de renouvellement urbain. Donc, je vais zoomer particulièrement sur cette question du dédoublement des groupes scolaires et de l'opportunité que cela représente pour travailler sur la réussite éducative, l'attractivité des établissements. Donc là, on est plutôt sur Saint-Fond. On a un des groupes scolaires qui est le plus gros groupe scolaire de la commune qui compte 620 élèves. L'objectif dans le cadre du renouvellement urbain, c'est de pouvoir dédoubler ce groupe scolaire, donc d'en reconstruire un de taille plus petite sur le secteur, sur l'écoquartier à venir, et un autre dans un autre secteur en renouvellement urbain. Donc là, dans ce cadre-là, on a expérimenté, la ville a lancé une démarche de prospective scolaire, donc qui nous aide pour prévoir ce qui va se passer et comment on travaille sur et le besoin de groupe scolaire et la carte scolaire. Mais on le verra, on a aussi besoin d'un suivi au long cours pour pouvoir maîtriser ce qui se passe pour la commune et faire en sorte que tout ce que l'on met en œuvre au service de l'attractivité des groupes scolaires ne soit pas ensuite démoli par une production trop forte de logements. Et dans ce cadre-là, on a également lancé une démarche participative avec l'Éducation nationale dès avant l'écriture du programme du futur groupe scolaire, pour pouvoir travailler à des bonnes pratiques et travailler, en fait, on travaille sous forme de pépites ou d'expériences à ne pas reproduire que l'on viendrait verser dans le programme pour pouvoir avoir quelque chose qui soit vraiment de grande qualité, qui favorise les innovations pédagogiques et la qualité et d'enseigner et de travailler pour les élèves. Donc les retours d'expérience que l'on a de cette démarche qui est en cours depuis un an, on partage tous l'enjeu de la maîtrise de la taille des établissements. Donc on est pour l'instant sur une jauge à 500 élèves maximum, et aussi une maîtrise de la hauteur et de la densité des établissements. Donc à l'intérieur, à des aménagements qui favorisent le confort d'usage. Ce que l'on note aussi, c'est que cette démarche participative, elle va être longue, puisqu'entre le programme et la construction vont s'écouler 4, 5, voire 6 ans parfois. Donc la nécessité de bien faire en sorte de garder la mémoire des réflexions pour que ça atterrisse vraiment physiquement sur le territoire. Et le retour également que j'évoquais un peu plus haut, c'est la question du suivi au long cours de la prospective scolaire, donc le besoin d'un monitoring au fil de l'eau. Je passe plutôt sur le niveau collège, donc le zoom sur la démarche totem. Donc c'est une démarche qui en fait, qui est à l'initiative de la métropole de Lyon et de l'Éducation nationale et qui vise à identifier une thématique partenariale, quelque chose qui permette de colorer l'attractivité du collège. Donc pour le collège Alain, on a décidé de travailler autour de la thématique des espaces innovants avec comme finalité en fait les innovations pédagogiques dans la salle classe. Donc ça s'est concrétisé les photos que vous voyez l'illustrent par des temps d'ateliers entre les architectes, les équipes de la métropole, les équipes enseignantes, les élèves et même les parents d'élèves pour travailler sur les différents espaces. Les retours, donc aujourd'hui, ça c'est une démarche qui a démarré il y a 2 ans. Là, on rentre en phase travaux cet été. Les évolutions, les retours d'expérience que l'on a aujourd'hui, c'est une évolution positive du projet architectural qui tient compte réellement des besoins des usagers, qui a pu être pris en compte à peu près sur toutes les thématiques. Une évolution du référentiel collège de la métropole, et ça c'est important, comment l'expérience là que l'on mène peut profiter à d'autres collèges, notamment sur les questions du genre dans la cour de récréation, mais aussi du positionnement du collège dans la ville et dans la vie du quartier. Ce que l'on note quand même comme limite, c'est la difficulté à faire aboutir le projet autour des pédagogies innovantes. C'est-à-dire que ça a été porté par les enseignants, mais ce que notent les enseignants, c'est ce que j'indique ensuite, c'est qu'ils ont besoin de top formations dédiées pour avoir les bons outils pour y travailler, et puis tout simplement du temps et des moyens humains pour pouvoir y travailler. Donc ça, c'est la difficulté que l'on a identifiée, qu'on a partagée avec l'Éducation nationale et la métropole. L'autre limite, c'est que c'est une thématique qui est quand même peu visible pour les usagers. Sur d'autres collèges de la métropole, ça a été plus flagrant autour, par exemple, des filières du numérique. Là, on peine un peu à le mettre en évidence.
Pour terminer sur cette question de la réussite au collège, les réflexions qui nous animent aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est en cours, qui est actuel pour nous, c'est la nécessaire territorialisation de la politique éducative. Donc, j'évoquais tout à l'heure le pacte de cohérence métropolitain. C'est une opportunité pour nous pour pouvoir réunir à un moment donné des ambitions et métropolitaines et des collectivités et communales Vénitieux Saint-Fond pour travailler au service de la réussite, notamment au collège. Les besoins qu'on a identifiés, c'est de pouvoir déjà avoir un observatoire local des dynamiques démographiques pour pouvoir anticiper. Aujourd'hui, on est dans des situations avec des collèges qui explosent au niveau des effectifs. Et donc, on court un peu après le besoin en établissement. Donc là, l'idée, c'est d'inverser un peu la tendance, d'avoir un observatoire également de la mixité scolaire, de la réussite éducative, pour ensuite pouvoir expérimenter localement des démarches qui peuvent être menées sur d'autres territoires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est investi dans le réseau éducation et renouvellement urbain qui est proposé, qui est mis en place par l'ANRU et la NCT, pour nous permettre d'aller chercher des bonnes expériences et les décliner sur le bassin de vie. Et notamment, ce que l'on est en train de travailler avec nos élus, c'est de réfléchir à l'échelle du bassin de vie plutôt qu'à l'échelle de chaque établissement, de réfléchir sur la carte scolaire, sur les montées alternées qui nous ont été présentées, sur les filières d'excellence et sur les innovations pédagogiques pour réussir à faire rayonner un peu ces collèges et à attirer, à gagner quelques points de mixité, mais aussi pour réussir à accompagner la réussite éducative des élèves. Je vais prendre la suite. Yazid, allez-y. Voilà. Donc, Madame Lemasson a rappelé un petit peu le contexte que nous partageons au niveau métropole et le fait que, effectivement, la prise de compétence de la métropole depuis 2015 sur ces sujets change la donne, nous permet finalement d'aborder différemment la question de la réussite éducative et des collèges et écoles au sein du renouvellement, urbain. Alors, sur Vénissieux, c'est quelque chose d'extrêmement quantitatif, hein, puisque vous voyez que sur le territoire QPV, 9 groupes scolaires, donc écoles primaires, maternelles, et 3 collèges RED+, sont concernés. Ce sont des établissements qui ont été réalisés pour l'essentiel dans les années 1970. Bon, comment dire, ce que j'appelle des R++ 0, hein, vous savez, on est sur un seul niveau. Bon, qui répondent, j'allais dire, aux enjeux de l'époque. Et puis à l'époque, on avait de la place, on avait de l'espace vert en extérieur. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, Madame Lemasson l'a rappelé tout à l'heure, on a un petit peu un retard en termes de programmation, notamment sur les collèges. D'abord, les collèges produits dans les années 70 ont peu évolué, tout comme les écoles, même si elles ont fait l'objet d'un très bon entretien, j'allais dire, par les collectivités territoriales, hein. Ce ne sont pas du tout des écoles ou des collèges à l'abandon, comme on a pu l'entendre éventuellement ailleurs, mais ce sont des bâtis qui sont aujourd'hui marqués, qui ne sont pas en phase, j'allais dire, avec ce qui a beaucoup évolué par contre, les pratiques éducatives, hein. Certaines ont été rappelées par ma collègue, donc à savoir le dédoublement des classes, l'individualisation des enseignements, qui est quelque chose d'essentiel dans les quartiers politiques de la ville, où il faut faire de la très grande proximité avec des petits groupes d'élèves pour les aider à réussir, dans le même esprit que toutes les opérations de décloisonnement. Et puis finalement, quand même, des équipes éducatives relativement dynamiques. Je dirais que le problème qu'on avait beaucoup souligné à une époque, du turnover et puis de la jeunesse des équipes sur les QPV, reste réel. Néanmoins, on a des équipes qui sont appliquées, qui en font un enjeu pour elles. Donc voilà, c'est vrai que le turnover des enseignants, c'est quand même une chose qui peut porter atteinte parce que quand on a un enseignant qui connaît le territoire, qui connaît les familles pendant quelques années, c'est quand même plus facile. Bon, néanmoins, la réalité, elle est celle-là. Ensuite, dans les autres éléments, si vous pouvez juste revenir, je termine sur la diapo précédente, Monsieur le maire. Deux autres éléments ont aussi évolué qui impliquent peut-être que l'urbain suive. C'est d'abord bon, une relative ouverture des écoles sur leur environnement, avec, j'allais dire pour le coup, l'éducation nationale qui pousse, hein. Donc, je mets comme exemple du café des parents aux établissements de services, on y reviendra si vous le souhaitez. Et puis, une évolution aussi, de plus en plus un travail partenarial au niveau des collectivités et de l'éducation nationale qui commence à poser, j'allais dire, les conditions d'une évolution de la manière dont on peut gouverner de manière plus intégrée ce sujet école et renouvellement urbain.
Alors, simplement, cette slide, c'est pour illustrer, j'allais dire, la limite de la manière dont on a réfléchi auparavant. On avait envisagé dans notre opération une réflexion autour du collège Elsa Triolet. À un moment, on avait envisagé l'hypothèse de son déplacement, enfin, de construire un nouveau collège et puis ensuite de démolir l'ancien. La Si, raison ça y est, c'est bon. essentielle, pardon? La raison essentielle, était que nous avions dans ce collège-là, j'allais dire un fort impact de ce qu'on appelle l'effet quartier. Donc on avait des grosses difficultés dans les quartiers, qui se déplaçaient ou qui venaient empêcher notamment le bon fonctionnement de l'école. Pour des raisons, j'allais dire, de programmation, de contraintes par rapport au nombre d'enfants arrivant, j'allais dire, en âge d'être scolarisés au collège, etc., cette hypothèse on a dû y renoncer. Bon, en même temps, on a continué à travailler sur le fond, c'est-à-dire que dans ces collèges, l'essentiel, c'est quand même de mieux réussir. Et donc, la démarche, nous avons participé nous-mêmes, je ne reviens pas dessus, sur la démarche du MIS dont a parlé Madame Lemasson. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'enjeu pour nous, c'est d'aller plus loin et d'une certaine manière de positionner le renouvellement urbain comme un accompagnant de l'évolution des pratiques et des enjeux éducatifs. Parce que pour nous, c'est la réussite scolaire qui est d'abord un enjeu essentiel. La question de la mixité sociale, elle est importante, mais elle est secondaire dans la mesure où on a un bassin qui est relativement homogène et très honnêtement, il faudrait des efforts très très importants pour, j'allais dire, bouger d'un point la question de la mixité, de la réduction du, euh, d'enfants, j'allais dire, issus de catégories socio-professionnelles très défavorisées. C'est pour ça que la concentration, elle est d'abord sur une réponse adaptée, des pédagogies nouvelles pour aider à réussir. C'est dans ce cadre-là que, si vous voulez, on amène la programmation des bâtiments à se construire d'abord autour de l'établissement et des besoins de cet établissement. C'est vraiment ça qui doit guider d'abord la manière dont on imagine un équipement, une réhabilitation ou un nouvel équipement, qui soit école au collège. C'est quelque chose de très, très important. Et donc, vous voyez qu'on essaye d'intégrer tous les enjeux, les différents espaces qu'on doit avoir et qu'on n'avait pas auparavant, le mobilier, la dimension modulable. Et on l'a bien vu avec les difficultés qu'on a pu avoir peut-être les uns et les autres à produire les conditions du dédoublement des classes. Deuxième chose, il s'agit de l'articuler de ces équipements avec la question du quartier. Donc, aller au-delà de simplement de la bonne desserte par les transports en commun, mais vraiment mettre l'équipement, j'allais dire, dans un réseau d'autres équipements pour qu'il puisse fonctionner en plus forte intégration avec son territoire. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans cette ouverture des établissements vers leur territoire. Évidemment, cet élément comprend la question du dimensionnement, notamment pour les écoles primaires, pour ce qui concerne Vénissieux. On a des écoles primaires entre 600 et 800 élèves. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir profiter pour voir dans quelle mesure on peut revenir à des tailles plus modestes, de l'ordre de 300-350 élèves, pour favoriser la proximité pédagogique, la relation aux parents, etc. La question des abords et des accès, c'est une question de sécurité, il faut être honnête, c'est aussi une question de gérer la relation, j'allais dire, au quartier à proximité, parce que ça reste des quartiers qui ont des difficultés qui ne sont pas faciles. Donc c'est quelque chose qu'on intègre complètement aujourd'hui dans la réflexion quand on fait une réhabilitation, une construction équipements, je veux dire beaucoup plus qu'auparavant. Réfléchir à hauteur d'enfant et puis poser la question du genre et de l'égalité. En réalité, ce qu'on veut dire, c'est que ces opérations autour de l'école sont des opportunités pour une concertation renouvelée. D'abord que les enfants ou les élèves aient leur mot à dire. Ensuite, qu'on prenne effectivement en compte notre dimension nouvelle du genre, de l'égalité, de l'accès de tous à l'école, et qu'on en fasse un objet qui permette vraiment, pour le coup, de travailler avec l'environnement, les familles, les habitants, les parents, pas uniquement comment dire, les partenaires de l'éducation, ce qu'on a eu trop tendance à faire parce qu'on est pris par le temps et qu'il faut répondre à des enjeux, j'allais dire, de scolarisation quantitative qui sont très importants. Voilà. À retenir donc, des modes de faire en cours de renouveler ou en cours de renouvellement et qu'il faut, j'allais dire soutenir. Donc d'abord, bah, la construction d'une stratégie commune continue et un plan d'action partagé à l'échelle pour nous de la métropole avec évidemment les communes et l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait quand même une réflexion où on avait
l'urbain d'un côté et puis l'éducatif de l'autre. Là, il faut qu'on aille vers des choses beaucoup plus intégrées, beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus dans le temps. C'est-à-dire qu'il va largement au-delà aujourd'hui du temps en rue. Temps en rue, c'est à peu près 5 ans, on va dire, au titre de la convention. Et sur les questions d'éducation, 5 ans, ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire, le moindre collège, il vous faut 5-6 ans pour le réhabiliter ou encore plus pour le construire, j'allais dire. Donc, il y a quelque chose à réfléchir pour que avant, pendant et au-delà du projet en rue, ces démarches puissent se construire. L'enjeu particulier, j'allais dire, de ce qu'on peut appeler le droit commun, que ce soit sur le champ de l'urbain comme sur le champ de l'éducation. Un plan global d'organisation des équipements scolaires, c'est-à-dire qu'il y a un lien quand même très fort et intrinsèque entre école et collège. Il ne faut pas que chacun fasse, j'allais dire, son plan son schéma directeur dans son coin, mais qui est vraiment une habitude à prendre de très très forte collaboration autour de l'enjeu éducatif, avant même la question bâtimentaire ou urbaine. Et enfin, sur les leviers, il y a quand même à s'interroger sur la question des moyens de fonctionnement supplémentaires. On sollicite beaucoup les enseignants, souvent hors temps scolaire, dans de multiples dispositifs. On y reviendra peut-être pendant l'échange sur des temps entre guillemets gratuits. Donc, c'est assez compliqué. Tout cela, j'allais dire les prismes, comme on dit, c'est faire avec, favoriser le croisement des regards. Ça veut dire faire participer beaucoup plus les parents, les élèves, les équipes pédagogiques, les architectes, mieux les faire travailler ensemble sur un enjeu qui est un enjeu, comment dire, de citoyenneté, de faire nation, finalement, en plus de la réussite scolaire. Et enfin, accompagner ces projets dans le temps, je le disais tout à l'heure, parce qu'il y a un enjeu aussi d'en faire des lieux ou des enjeux de mémoire. Je crois qu'on se rappelle de son école toute sa vie. Merci, merci Anne et Yazid pour ce témoignage, ces éléments. Alors, on vous propose maintenant de pouvoir réagir, poser des questions. Alors, soit vous pouvez contribuer via le chat, soit prendre la parole, si vous souhaitez, en direct, et avoir un échange avec Anne et Yazid. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Bon, généralement, il faut que je lance un peu les échanges. Anne et Yazid, si on peut résumer un peu, finalement, un fil conducteur, c'est rassembler des mondes différents qui ne se côtoient pas forcément. Est-ce que ça serait pas un peu le leitmotiv de cette stratégie? Yazid, votre micro? Oui, mon micro, normalement, il fonctionne. Très bien, là on vous entend. Voilà, je disais que pour ce qui me concerne, effectivement, c'est un des éléments de faiblesse que j'ai pointé tout à l'heure, à savoir qu'on avait deux logiques un peu en parallèle. Voilà, la logique, on va dire, urbaine et bâtimentaire, et puis la logique pédagogique. Donc, elles se connaissaient, mais elles dialoguaient, mais elles n'étaient pas du tout en interaction, pas du tout en interaction stratégique par rapport aux transformations des conditions de réussite scolaire dans un territoire. Ce vers quoi on tend, et je crois que l'organisation, tout à l'heure, Anne l'a rappelé avec le pacte métropolitain, l'organisation de la métropole de Lyon devrait être un plus pour nous permettre j'allais dire, de réussir dans la durée cette combinaison entre l'urbain et l'éducatif au profit de la réussite éducative. C'est vrai que je préciserais effectivement que je pense que par exemple, pour les services de la métropole, il s'agit aussi de sortir du pur bâtimentaire pour aller sur des projets d'établissement. Et c'est vrai que le croisement des mondes enseignants, équipes pédagogiques avec nos collègues qui sont plutôt les constructeurs, enfin, en tout cas en charge des projets, c'est ça pour moi le levier effectivement de faire se rencontrer le quotidien des enseignants avec donc les besoins des enseignants, des élèves, des parents, avec un programme qui est un programme type que la métropole décline. Donc c'est vrai qu'il y a un changement de pratique et de regard sur le projet qui effectivement me semble-t-il est en cours, mais qui nécessite, qui prend du temps. Et voilà, et c'est ce qu'on porte aussi en politique de la ville, ce croisement des regards qu'on aimerait verser dans le droit commun, je dirais. Un mot pour dire que tout ça nécessite, on voit que l'éducation nationale est en train de bouger, les collectivités en tout cas dans notre secteur essayent de bouger et d'avancer. L'ANRU essaie de faire bouger l'affaire d'une certaine manière puisqu'elle propose cette réflexion beaucoup plus
forte sur l'éducation et le renouvellement urbain. Et je crois qu'il faudrait aller un peu plus loin, si vous voulez. Je dirais que nous, par exemple, notre envie, de certaine manière, de redécouper les écoles en unités plus petites, etc. Bon, aujourd'hui, elle se confronte à des réalités, j'allais dire, économiques, pour lesquelles il serait peut-être important que l'ANRU, je ne sais pas, étoffe son règlement général pour favoriser ce type de démarche. Pour le moment, les écoles sont traitées comme dans d'autres types d'équipements, hein, c'est-à-dire il y a un niveau de subvention, point barre, hein. Des fois il peut être important, moins important. Et donc là, il y a quelque chose certainement à pousser du côté de l'ANRU en termes de réflexion pour inciter les partenaires à aller vers ce type de démarche. Donc ça, c'est une piste opérationnelle. Des réactions par rapport à ces pistes, à ce témoignage? Voilà, je vous propose de prendre la parole, à l'oral ou par écrit si vous le souhaitez. Anne, vous parliez tout à l'heure de certaines difficultés, notamment la question du temps, voilà, le temps du projet qui n'est pas forcément le temps de l'habitant, mais aussi la question de la visibilité auprès des usagers. Vous avez ciblé cet aspect au niveau du collège Alain. Il y a un travail à faire justement auprès des usagers. Oui, je pense que globalement, typiquement sur nos collèges REP+, moi je trouve que il y a quand même des équipes enseignantes dynamiques, motivées, il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se font, et c'est vrai qu'il y a certainement besoin, ça fait aussi partie des leviers d'attractivité qu'on avait identifiés, de mieux communiquer, de sortir aussi des fantasmes qui n'ont plus cours en fait sur certains collèges, mais c'est vrai qu'il y a certainement besoin d'avoir une communication. Je trouve que l'opportunité là du renouvellement urbain, des investissements de la métropole qui sont importants sur les collèges, elle nécessite, ce qu'on disait, une vision à l'échelle du bassin de vie. C'est-à-dire pour pas communiquer juste sur un projet, mais pour dire, et aussi pour rassurer les parents en disant la métropole investit lourdement, les collectivités accompagnent, on travaille pour favoriser la réussite de vos enfants dans ces collèges-là. Et voilà tout ce qu'on décline, que ce soit sur le champ des projets qui sont proposés aux élèves, comme sur les questions d'individualisation ou de plus petites unités. Effectivement, je pense qu'il y a un gros enjeu de communication parce qu'on voit bien que, par exemple, au collège Alain, des parents qui n'ont même pas leurs enfants au collège continuent de diffuser des fantasmes sur le collège qui sont ensuite contredits par les parents des élèves qui, eux, sont scolarisés dedans. Mais on voit bien qu'il y a un travail à mener sur ce champ-là aussi. Alors, je vois Frédéric Joaquin qui acquiesce, voilà, et qui a contribué au niveau du chat. La mobilisation des familles, des partenaires, et les temporalités différentes ne sont-elles pas un frein à l'implication? Voilà, je vous envoie cette question. Et toute la difficulté de mobiliser, communiquer et donc fédérer. Comment faites-vous en 2 minutes? Voilà, Yazid en 2 minutes, parce qu'après je vais devoir rendre l'antenne. C'est compliqué, hein? Non, mais oui, enfin, Monsieur Pérez j'allais dire, à résumer en quelques mots une réalité auquel nous sommes confrontés dans les quartiers populaires, hein. Alors, c'est vrai que c'est certainement plus choquant que s'agissant de l'école, mais c'est une réalité qu'on a quand on fait de l'aménagement, quand on fait de la construction d'équipements, etc. Je dirais qu'il n'y a pas de recette magique, hein. Il y a du travail, il y a de la persévérance auprès des familles, auprès des parents, et aller vers les familles et les parents, chercher toutes les modalités possibles et imaginables. J'allais dire se mettre dans leur chemin au moment où ils vont acheter leur pain à la boulangerie ou faire une activité dans le quartier. Donc il faut donner une visibilité à cette action, parfois sortir du cadre scolaire pour ramener les gens vers cet aspect des choses. Mais là, ça dépend des territoires, ça dépend des réalités, ça dépend de qui il y a dans les territoires. Parce que des territoires où vous avez encore quand même des familles qui sont mobilisées, d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Donc je dirais que c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du temps d'intervention sur l'école qui est autrement plus long que nos fameux 5 ans pour engager nos opérations d'aménagement. Et si je peux me permettre, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu aussi à ce qu'on soit crédible, c'est-à-dire par exemple que ce soit sur le collège Alain où on a pris en compte la parole des usagers. Par exemple, moi, ce que je note, c'est qu'on l'a prise en compte, le programme effectivement en tient compte, et on n'a pas communiqué sur le fait qu'on ait pris en compte les remarques des parents ou des enseignants. Donc ça, là, c'est ce qu'on travaille avec nos collègues plutôt de la direction d'éducation à la métropole. Il faut qu'on communique jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'on s'arrête
à hop, c'est bon, on a mis dans le programme, ça s'arrête là. Il faut qu'on communique parce que c'est aussi ce qui fait notre crédibilité, ce qui fera que les gens vont avoir envie de s'investir. S'ils savent que quand ils s'investissent, ça produit quelque chose, ça change les choses. Donc ça, je pense que c'est important qu'on puisse aussi donner à voir ça, donc le recul sur la démarche de concertation, quoi. Merci. Donc, communiquer, donner à voir, visibilité et adapter bien évidemment en fonction des contextes. Il me reste à vous remercier, Anne et Yazid, pour votre intervention, votre témoignage. Merci aussi à vous qui avez suivi ce REX. Alors, je vous invite à poursuivre, à participer à d'autres REX. Vous pouvez également vous rendre sur la plateforme, le café virtuel, pour échanger avec certains intervenants, mais vous pouvez aussi aller découvrir des initiatives et des structures qui œuvrent dans le champ de l'innovation. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.